Depuis toujours, l'être humain a cherché à améliorer la façon dont on échange de la valeur. C'est une quête vraiment fascinante, qui nous a fait passer des coquillages à la crypto-monnaie. Alors on va plonger dans cette histoire pour comprendre comment on en est arrivé à payer comme on le fait aujourd'hui. C'est une question qui paraît simple, mais en fait, la réponse révèle toute l'ingéniosité derrière l'invention de l'argent. Ce n'est pas tant la matière qui compte, mais plutôt la confiance que l'on place tous, collectivement, dedans. Bon, avant l'argent tel qu'on le connaît, il y avait le troc. L'idée de base est simple, mais comme on va le voir, ça rendait le commerce incroyablement compliqué. Il faut s'imaginer un monde sans aucune pièce, sans aucun billet. Le principe est simple, j'ai des fruits, quelqu'un d'autre a du tissu, eh bien on échange. Ou alors je m'occupe du jardin et en retour m'apprends à cuisiner. Ça a été la base du commerce pendant des siècles, un système qui a l'air super simple comme ça. C'est vrai, le troc, ça a fonctionné, mais c'était rempli de défauts. C'était souvent très difficile, parfois frustrant, et ça limitait énormément les échanges à grande échelle. Il fallait vraiment trouver autre chose. Alors, rentrons un peu dans le détail. Même si le troc a marché un temps, il posait de vrais problèmes qui ont poussé l'humanité à innover. On va voir ensemble ces 6 problèmes principaux. Le problème numéro 1, c'est ce qu'on appelle la double coïncidence des désirs. Ça veut dire qu'il faut non seulement que je veuille ce que l'autre a, mais aussi que l'autre veuille ce que j'ai. Autant dire, bonne chance. Ensuite, comment on estime la valeur? Combien de poulets pour une vache? Et pour un petit achat? On ne va pas couper une vache vivante en deux pour un bout de pain, c'est pas possible. Si on ajoute à ça les soucis de transport, le stockage des produits qui périssent et la qualité qui n'est pas toujours la même, bref, le système était un vrai casse-tête. Il fallait une nouvelle idée. Et donc, pour régler tous ces problèmes, différentes formes de monnaie sont apparues. Chaque nouvelle invention était une tentative d'améliorer la précédente, pour rendre les échanges plus simples, plus fluides. Cette frise, c'est un peu notre feuille de route. On part du troc pour arriver petit à petit aux formes d'argent les plus modernes, les plus abstraites qu'on utilise aujourd'hui. Allez, suivons ce cheminement ensemble. La toute première étape pour sortir du troc pur, ça a été d'utiliser un objet que tout le monde voulait, un peu comme un joker. Ça pouvait être des kilos de farine ou des coquillages. L'idée, c'était d'avoir un étalon commun pour que les échanges soient plus faciles. Après ça, on est passé aux métaux. L'or et l'argent, c'était l'idéal. C'est durable, on peut facilement les diviser en petites pièces et c'est simple à transporter. Chaque pièce valait littéralement son poids en métal. Là, c'était une vraie révolution. Et nous voilà arrivés au système qu'on connaît aujourd'hui. La valeur de nos billets et de nos pièces, elle ne vient pas du tout du papier ou du métal. Non. Elle vient de la confiance qu'on accorde à l'État qui les fabrique. C'est pour ça qu'on l'appelle monnaie fiduciaire, du latin fiducia, la confiance. Et c'est là que c'est assez fou. La valeur réelle d'un billet est quasi nulle. Ce n'est un bout de papier finalement. C'est notre confiance à tous, garantie par l'État, qui lui donne son pouvoir d'achat. On passe maintenant à la forme d'argent la plus courante aujourd'hui. Et pourtant, c'est celle qu'on voit le moins. La monnaie scripturale. C'est tout simplement l'argent qui n'existe que sous la forme de chiffres sur nos comptes en banque. Et là, attention, le chiffre est assez dingue, à peu près 90% de tout l'argent qui existe est scriptural. Ça veut dire que la très grande majorité de notre argent n'est pas physique. Ce sont juste des lignes de code, des données informatiques dans les serveurs des banques. Bon, puisque la majorité de notre argent est numérique, comment est-ce qu'on le déplace? Eh bien, c'est là que le virement bancaire entre en jeu, un geste qui est devenu complètement banal pour des millions de personnes. C'est devenu tellement simple, surtout avec les applications sur nos téléphones. On choisit son compte, on rentre les coordonnées de la personne, on tape le montant, on peut même ajouter un petit message. Et hop, c'est parti. L'argent bouge d'un compte à l'autre par un simple jeu d'écriture. Pour finir, on va s'intéresser à l'outil qu'on utilise tous les jours pour accéder à cet argent numérique, ce petit rectangle en plastique qu'on a dans notre portefeuille, la carte bancaire. On en a tous, elles se ressemblent beaucoup, mais attention, leur fonctionnement est complètement différent. C'est vraiment important de savoir faire la différence entre les deux. Voilà la différence fondamentale. Avec une carte de débit, on dépense l'argent qu'on a déjà sur son compte. C'est notre argent. Avec une carte de crédit, on dépense l'argent que la banque nous prête. C'est une distinction qui peut paraître simple, mais elle est cruciale. Sur chaque carte, on retrouve tout un tas d'infos essentielles pour sécuriser les paiements. Le nom de la banque, le numéro de la carte, le nom du titulaire, l'IBAN pour les virements et bien sûr la date de validité. Notre voyage dans l'histoire de la monnaie s'arrête ici. Pour l'instant, parce que l'histoire est loin d'être finie. L'évolution continue et la seule chose dont on est sûr, c'est que la façon dont on paiera demain sera sûrement très différente d'aujourd'hui. La question reste donc ouverte.